Sutra 46. La posture devrait être stable et confortable. Les étudiants du yoga sont d'ordinaire au courant des pratiques désignées par le mot asana. En fait, bien des personnes qui ne savent rien sur le yoga le confondent avec ses exercices physiques. Il est cependant nécessaire, même pour l'étudiant de la philosophie du yoga, de comprendre clairement la place et le rôle des asanas dans le Raja Yoga, car dans le Hatha Yoga et dans certains systèmes de culture physique, leur but est très différent. Dans le Hatha Yoga, la question des asanas est traitée longuement et on y décrit en détail au moins 84 asanas, très spécifiques et parfois, on attribue à beaucoup d'entre eux des résultats exagérés. Il ne fait pas de doute que beaucoup de ces asanas, en affectant les glandes endocrines et les courants praniques, tendent à produire des changements très marqués dans le corps, s'ils sont pratiqués correctement et pendant assez longtemps, et favorisent remarquablement une bonne santé. Le Hatha Yoga est basé sur le principe que les changements dans la conscience peuvent être produits par la mise en mouvement de courants de certaines sortes de forces subtiles, comme le prana, la kundalini, dans le corps physique. La première chose à faire pour entrer en contact avec les niveaux les plus profonds de la conscience est donc de rendre le corps physique parfaitement sain et digne de recevoir l'influx de ces forces et de les manipuler. C'est pourquoi on insiste tant sur la préparation du corps physique et on exige que le sadhaka accomplisse les différentes espèces d'exercices physiques dont parlent les traités de Hatha Yoga. Pourtant, dans le Raja Yoga, la méthode adoptée pour produire les changements dans la conscience est fondée essentiellement sur le contrôle du mental par la volonté et la suppression par degré des chitta-vrittis. La technique du Raja Yoga est donc dirigée vers l'élimination de toutes les sources de dérangement mental, que ces sources soient externes ou internes. Or, une des importantes sources de dérangement du mental est le corps physique. Même la psychologie moderne reconnaît le lien étroit entre le mental et le corps et leur réaction mutuelle et continuelle. Aussi, le yogi doit-il éliminer complètement les dérangements qui proviennent du corps physique avant de chercher à s'attaquer au problème du mental lui-même. On y arrive par la pratique d'asana. Le corps physique est mis dans une certaine posture et on s'aperçoit que lorsqu'il peut s'y maintenir longtemps, il cesse d'être une source de dérangement pour le mental. Patanjali ne donne que 3 sutras concernant la technique des asanas, mais il y a condensé tout l'essentiel de la question. Le premier sutra que nous venons d'énoncer indique les 2 exigences essentielles de la pratique d'asana. La posture doit être stable et confortable. Le yogi doit choisir l'un des asanas bien connus convenant à la pratique de la méditation, tels que Padmasana ou Siddhasana, et pratiquer en conservant cette posture jusqu'à pouvoir la garder longtemps sans avoir la plus faible tendance à faire le moindre mouvement. Être assis conformément à un asana quelconque devient inconfortable au bout de quelques minutes et le débutant s'aperçoit qu'il ne peut le conserver longtemps sans ressentir une gêne minime dans différentes parties du corps. Pourtant, si l'asana est bien choisi et pratiqué convenablement, l'exercice stable et persistant éliminera par degrés toutes ces gênes mineures qui causent des distractions constantes au mental. Le yogi est alors capable de garder son corps un temps indéfini dans la posture correcte et de l'oublier entièrement. Si, en dépit d'une pratique prolongée et d'une bonne santé, on continue à avoir de la peine à conserver la posture pendant longtemps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans le choix de l'asana, soit dans la manière de le pratiquer, et il serait alors souhaitable d'avoir les conseils d'une personne compétente. Il est également nécessaire de comprendre parfaitement ce qu'implique le mot stable. La stabilité ne veut pas simplement dire la capacité de rester plus ou moins dans la même position avec la liberté de faire de petits mouvements et de petites rectifications de temps à autre. Elle signifie un certain degré d'immobilité qui va pratiquement jusqu'à fixer le corps dans une position et à éliminer tout mouvement de n'importe quelle sorte. Le débutant qui essaie de maintenir cette position immobile risque d'y introduire une certaine rigidité et le corps est tendu. Cela ne va pas du tout et produira une fâcheuse réaction sur la santé du corps. Ce à quoi il faut tendre, c'est à la combinaison idéale d'immobilité et de relaxation. C'est le seul moyen d'obtenir l'oubli total du corps. On considère qu'on a la maîtrise d'un asana particulier quand le sadhaka peut le garder fermement et facilement pendant 4 heures et 20 minutes. Ce laps de temps, qu'indiquent certains livres de Hatha Yoga, n'a en réalité pas beaucoup de signification et donne tout simplement un ordre de grandeur qu'on peut viser pour obtenir la maîtrise. Une fois l'habitude prise, on peut maintenir la posture pendant n'importe quel temps, tandis que l'attention du yogi est centrée sur le mental.
Sutra 47. Par la relaxation de l'effort et la méditation sur ce qui n'a pas de fin, la posture est maîtrisée. Pour acquérir la maîtrise d'un asana, Patanjali donne 2 suggestions qui aideront. La première est le relâchement graduel de l'effort. Garder le corps physique dans une position immobile pendant longtemps exige un grand effort de volonté, et le mental doit être constamment dirigé vers le corps pour le maintenir dans la position fixée. Mais il est tout à fait évident que cet état du mental est exactement le contraire de ce que l'on cherche. Il faut libérer le mental de la conscience du corps et non l'y attacher par l'effort pour le maintenir dans cette position particulière. Aussi, le sadhaka est-il engagé à relâcher l'effort graduellement et à transférer le contrôle du corps du mental conscient au mental subconscient. De cette façon, le mental conscient peut être retiré du corps sans affecter en rien la condition ferme du corps. C'est un processus graduel, mais il faut faire un effort précis pour rompre ce lien entre le mental et le corps afin que ce dernier puisse garder la position prescrite sans exiger aucune attention du premier. L'autre moyen recommandé pour acquérir la fermeté est la méditation sur Ananta, le grand serpent qui, selon la mythologie hindoue, soutient la terre. Pour l'homme moderne instruit, ce conseil paraîtra tout à fait sans signification, mais s'il comprend le sens sous-jacent, il verra que c'est tout à fait raisonnable. Quel est donc ce serpent appelé Ananta ? C'est la représentation symbolique de la force qui maintient l'équilibre de la Terre et la tient sur son orbite autour du Soleil. On peut voir que cette force doit être analogue à celle qui agit dans un gyroscope, instrument bien connu qui est employé de diverses façons pour maintenir un objet dans une position d'équilibre. Chaque fois que nous avons affaire à un corps susceptible de se déplacer vers le côté ou autrement, et qu'il faut ramener et garder dans une position d'équilibre automatiquement, on utilise le principe du gyroscope pour régler le mécanisme approprié. Or, le problème de la personne assise en un asana particulier pour la méditation est très comparable. Le corps tend à s'écarter de la position fixée et doit acquérir la tendance à revenir automatiquement à sa position de stabilité. Aussi, la méditation sur Ananta, le serpent qui symbolise cette force particulière, est prescrite. La raison qui a fait représenter cette force par un serpent apparaîtra à quiconque a vu un gyroscope, qui fait penser à un serpent lové et levant la tête comme dans le dessin ci-après. Dans le symbolisme hindou, une chose est généralement symbolisée par un objet ou un animal dont l'apparence extérieure a une grande ressemblance avec elle. Comment la méditation sur cette force aide-t-elle le sadhaka à acquérir la stabilité de la posture physique qu'il veut conserver ? Il n'est pas nécessaire de faire ici plus que de renvoyer à la grande loi de la nature, selon laquelle la méditation ou la réflexion profonde sur une idée ou un principe tend à faire descendre par degrés la force correspondante dans notre vie. En fait, toute la science d'acquisition des siddhis ou pouvoir occulte, telle qu'elle est exposée dans la section 3 des Yoga Sutras, est fondée sur cette vérité axiomatique de la philosophie yogique. On devrait noter que le mot employé est samapatibhyam, qui signifie fondre le mental avec. C'est en réalité ce qui se produit quand on réfléchit profondément ou qu'on médite sur une idée et qu'on ouvre un canal à l'influx de la puissance correspondante. Sutra 48. Venant de cela, aucun assaut des paires d'opposés. Le 3e sutra fait allusion au plus important résultat que procure la perfection dans la pratique d'asana, la résistance aux paires d'opposés. Ces paires d'opposés sont les conditions contraires bien connues de notre environnement extérieur et intérieur, entre lesquelles notre vie oscille en permanence. Ces paires d'opposés sont de nombreuses sortes, certains en rapport avec notre nature physique, d'autres avec le mental. C'est ainsi que le chaud et le froid sont une paire d'opposés qui affectent en premier lieu le corps physique. La joie et le chagrin sont une paire affectant le mental. Or, toutes ces conditions, en rapport avec le mental ou avec le corps, qui sont toujours changeantes, attirent la conscience vers le milieu extérieur et empêchent le mental d'aller au-dedans. Elles produisent vikshepa, ou la distraction, et le sadhaka doit acquérir la capacité de s'élever au-dessus d'elles, s'il veut que son mental soit libéré pour poursuivre la tâche plus ardue de supprimer ses propres troubles et ses modifications internes. Un résultat important de l'obtention de la perfection dans la pratique d'asana est d'être libéré du trouble causé par les réactions au changement du monde extérieur.
Il est évident que les paires d'opposés dont parle ce sutra sont ceux qui affectent le corps physique tels que le chaud et le froid, le sec et l'humide, et non ceux qui ont rapport au mental. Patanjali n'a donné dans ce sutra qu'un seul résultat de la pratique d'asana, résultat qui concerne directement le sadhaka dans la pratique du yoga. Mais il y a aussi d'autres avantages importants qui résulteront de cette pratique. Quelques-uns de ces résultats secondaires de la pratique d'asana sont 1. Conférer au corps une parfaite santé et la résistance à la fatigue et à l'effort. 2. Acquérir les qualifications pour la pratique du pranayama comme conséquence d'une régulation correcte des courants praniques dans le corps. En fait, ceux qui ont maîtrisé la pratique d'asana s'aperçoivent que les mouvements respiratoires se mettent naturellement à se conformer aux exigences du pranayama et qu'il leur devient très facile d'entreprendre la pratique de pranayama. Et enfin 3. Développer le pouvoir de la volonté. Le corps physique est en rapport direct et mystérieux avec Atma, source de la puissance spirituelle. Obtenir le contrôle du corps physique, comme l'implique la maîtrise d'asana, amène un influx extraordinaire de cette force spirituelle qui s'exprime dans la vie extérieure, comme pouvoir de la volonté. Sutra 49. Cela ayant été accompli, pranayama qui est cessation de l'inspiration et de l'expiration s'ensuit. La raison pour laquelle pranayama joue un rôle aussi important dans la technique du yoga réside dans le rapport étroit qui existe entre prana et le mental. Le prana, qui existe sur tous les plans de la manifestation, est le lien entre la matière et l'énergie d'une part, entre la conscience et le mental d'autre part. La conscience s'exprimant au moyen du mental ne peut pas entrer en contact avec la matière et fonctionner en elle sans la présence intermédiaire de prana. La matière, en association avec l'énergie, ne peut affecter la conscience si ce n'est par l'entremise du prana. C'est pourquoi on trouve prana sur tous les plans. Il est nécessaire pour vitaliser et faire fonctionner tous les véhicules de conscience, physiques ou superphysiques. Cette aptitude à agir comme intermédiaire dépend de sa constitution particulière. Elle constitue en elle-même, d'une façon mystérieuse, les qualités essentielles à la fois de la matière et de la conscience, et peut ainsi servir d'instrument pour leur action et réaction mutuelle. Cette relation intime existant entre prana et le mental est diversement utilisée par les diverses écoles de yoga. Dans le Hatha Yoga, la manipulation des courants praniques sert à établir le contrôle des chitta-vrittis et des changements de la conscience. En Raja Yoga, les chitta-vrittis sont contrôlés par la conscience au moyen de la volonté et prana vient donc sous le contrôle du mental. Patanjali a inclus les deux techniques dans un système afin de le rendre aussi vaste et efficace que possible. Pranayama est donc employé pour préparer le mental à dharana, dhyana et samadhi d'une part, et samyama sur divers objets ou principes utilisés pour l'acquisition des siddhis d'autre part. Bien que les étudiants de la philosophie yogique connaissent généralement la théorie du pranayama et qu'une assez vaste littérature existe sur ce sujet, il vaut la peine de discuter ici très brièvement quelques faits fondamentaux qui s'y rapportent. Cela déblayera le chemin pour comprendre la signification intérieure des 5 sutras dans lesquels Patanjali traite de cette question. Nombreux sont ceux qui, n'ayant pas étudié, ou n'ayant étudié que très superficiellement ce sujet, pensent que pranayama n'est qu'une simple régularisation de la respiration. Il ne leur vient pas à l'esprit que la simple régularisation du souffle, qui est un processus physiologique normal du corps, pourrait entraîner les résultats extraordinaires qu'on attribue à pranayama. La nature de pranayama est indiquée par les 2 mots qui entrent dans ce mot composé, c'est-à-dire prana et ayama, l'imitation. C'est la régulation de prana. Mais qu'est-ce que le prana ? Ce n'est pas le souffle, mais la force vitale qui entretient les activités du corps physique. Cette force vitale n'est pas quelque chose de vague ou de mystérieux que la science médicale croit exister dans le corps, maintenant son énergie et s'opposant à la maladie et à la mort. C'est une sorte d'énergie complexe, réelle et très spécialisée, qui a une base matérielle entièrement différente des autres sortes d'énergie à l'œuvre dans le corps. Le véhicule de ce prana n'est pas le corps physique dense que connaissent les physiologistes, mais le pranayama kosha, un véhicule quelque peu plus subtil, interpénétrant le corps physique dense et travaillant en liaison avec lui. Dans ce véhicule plus subtil, qui est pratiquement une contrepartie du corps physique dense,
existent des courants de prana, circulant dans des canaux bien marqués dans tout organe et toute partie du corps, en les vitalisant de différentes façons. Car le prana, bien qu'il soit une force vitalisante générale, a aussi des fonctions spécifiques à accomplir dans divers organes et parties du corps, et on lui donne alors différents noms bien connus. Ce que vise le pranayama, c'est ce contrôle et non celui du souffle, qui n'est qu'une seule des nombreuses manifestations de son action dans le corps physique. Mais bien que le prana soit différent du souffle, tout comme le courant électrique diffère du mouvement des pales d'un ventilateur, il y a pourtant un rapport étroit entre les deux, un rapport qui nous permet de manipuler les courants de prana en manipulant le souffle. Ce rapport entre le souffle et le prana est sans aucun doute responsable de la confusion entre les deux, mais il est nécessaire que l'étudiant garde cette distinction présente à l'esprit. Les méthodes adoptées pour contrôler et manipuler le prana par la régulation du souffle sont un secret bien gardé qu'on ne peut apprendre que d'un instructeur compétent. Ceux qui se livrent à ces pratiques après avoir simplement lu des livres sont assurés de ruiner leur santé et même de risquer la mort ou la folie. Aussi ne devrait-on jamais se mêler de pranayama par amusement ou pour gagner des pouvoirs hors de la normale, quels qu'ils soient, ou même pour hâter son progrès spirituel. Ces forces sont très réelles, bien qu'encore ignorées de la science moderne, et bien des gens ont ruiné leur vie en se livrant témérairement à des pratiques conseillées par une littérature yogique douteuse ou selon l'avis de yogis sans expérience et trop sûrs d'eux. La pratique de pranayama ne peut être abordée avec sécurité et avantage que comme une partie de la complète discipline yogique, et lorsqu'on est convenablement préparé pour cela par la pratique des autres branches accessoires du yoga, telles que yama niyama, asana, etc., et sur la surveillance d'un gourou compétent. Mais tout en s'abstenant strictement de pratiques peu judicieuses du pranayama proprement dit, il n'y a aucun inconvénient à chercher à comprendre son fonctionnement et la limite jusqu'où on peut aller sans danger dans les exercices respiratoires en vue d'obtenir une bonne santé physique et mentale. La connaissance essentielle concernant cet espace du sujet peut être résumée comme suit. 1. La respiration profonde n'a rien à faire avec le pranayama et peut être pratiquée comme un exercice pour promouvoir la santé dans une mesure raisonnable. Ses effets bienfaisants dépendent surtout de l'absorption d'oxygène et d'un certain afflux plus grand de prana dans le corps. Comme elle n'affecte pas les courants praniques du corps, sa pratique ne fait courir aucun risque. 2. Respirer alternativement par les deux narines commence aussitôt à affecter les courants praniques jusqu'à un certain point et tend à éliminer la congestion des canaux où prana circule normalement. On a déjà indiqué qu'il y a un rapport étroit entre le souffle et le flux de courants praniques dans le pranayama kosha. Quand nous respirons normalement, les courants praniques suivent leur cours naturel. Lorsque nous respirons alternativement par une narine puis l'autre, leur flux normal est quelque peu dérangé. On peut comparer cet effet à l'écoulement de l'eau dans un tuyau. Lorsque l'eau s'écoule dans une direction, tranquillement, de la vase et d'autres choses peuvent se déposer dans le fond sans être beaucoup remuées par le passage de l'eau. Mais si on cherche à contraindre l'eau à circuler alternativement dans deux directions opposées, le dépôt est aussitôt remué et, si on prolonge le mouvement assez longtemps, le tuyau peut être totalement débarrassé de ses dépôts. C'est ainsi qu'on peut supposer que la respiration alternée par les deux narines nettoie les canaux praniques ou purifie les nadis, comme nous disons. Or, cette purification des nadis est un exercice préparatoire et tous ceux qui veulent pratiquer le pranayama ont à franchir une longue étape qui durera plusieurs mois ou plusieurs années. C'est l'analogue de l'exercice préliminaire conseillé par Patanjali dans le Sutra 1.34 et cela produit la même condition dans le système nerveux, à savoir absence d'irritation et tranquillité. Cet exercice ne présente aucun risque et peut être adopté avec précaution par ceux qui mènent une vie bien réglée et propre et ne se livrent à aucun excès. Et puisque les courants praniques sont affectés dans ce processus, il est nécessaire d'être prudent et modéré et on conseille de faire ce travail sur la surveillance d'un expert. 3. Le véritable pranayama commence quand on retient le souffle pendant un certain temps entre l'inspire et l'expire. Tandis qu'on pratique la respiration alternée, on peut arrêter le souffle pendant un temps, la durée de cet arrêt étant augmentée par degrés et avec prudence. La rétention du souffle, dont le nom technique est kumbhaka, affecte le flux des courants praniques d'une manière accentuée et fondamentale et rend le yogi capable de gagner un contrôle grandissant sur ces courants, si bien qu'il peut les diriger à sa guise. 4. Le pranayama doit être pratiqué avec puraka et rechaka, inspire et expire, pendant un long temps,
la période de Kumbhaka étant allongée lentement. Un tel Kumbhaka, accompagné de Puraka et de Rechaka, est appelé Sahita Kumbhaka. Mais après une pratique prolongée, il est possible de se dispenser de Puraka et de Rechaka et de pratiquer Kumbhaka seul. Un tel pranayama appelé Kevala Kumbhaka donne un contrôle complet sur le prana et rend le yogi capable non seulement d'accomplir toutes sortes d'exploits physiques, mais aussi d'éveiller et de diriger Kundalini vers les divers centres du corps. Cette science est un secret strictement gardé et ne peut être apprise que d'un gourou convenablement qualifié, par un tchela convenablement qualifié. Le point important à garder présent à l'esprit est celui-ci. Non seulement Kumbhaka est l'élément essentiel du réel pranayama, mais c'est aussi la source du danger dans la pratique du pranayama. Dès qu'on commence à retenir le souffle d'une façon anormale, spécialement en inspiration, le danger commence et on ne peut jamais savoir à quoi il conduira, à moins qu'il y ait un instructeur pratique et compétent pour guider et corriger le flux de ses forces, si c'est nécessaire. Si toutes les conditions requises sont présentes et que Kumbhaka est pratiqué sous la direction d'un instructeur compétent, il ouvre les portes d'expérience et de pouvoir insoupçonnés. Si l'on s'y livre sans préparation et direction convenable, on va à coup sûr au désastre et peut-être à la mort comme en ont fait l'expérience à leurs dépens bien des personnes imprudentes et insensées. La signification des mots Tasmin Sati au début du sutra doit être retenue. Comme ce sutra vient après les 3 qui traitent des asanas, ces mots veulent évidemment dire que la pratique du pranayama, impliquant Kumbhaka, ne peut pas être entreprise sans que, ou avant que, l'on ait acquis la maîtrise d'un des asanas. Pratiquer asana, résolument mais lentement, prépare le corps au pranayama. C'est l'expérience commune des étudiants pratiquant yoga que le corps commence naturellement à assumer de plus en plus la condition nécessaire pour la pratique du pranayama lorsqu'il a atteint la perfection dans la pratique d'asana. Le souffle commence à se ralentir et à devenir rythmique, et même Kumbhaka se produit d'une façon naturelle pendant de courts instants. En fait, il n'est pas seulement nécessaire de maîtriser asana, mais aussi d'acquérir une certaine compétence dans la pratique du yama-niyama avant de commencer la pratique du pranayama. La pratique avancée du pranayama éveille tôt ou tard Kundalini. Cela ne peut être fait en sécurité qu'après la maîtrise totale et l'élimination du désir des jouissances sexuelles. Donc, à moins que le sadhaka n'ait pratiqué brahmacharya et d'autres éléments du yama-niyama pendant longtemps, et ait acquis une maîtrise consciente et réelle sur ses désirs et tendances, il serait désastreux pour lui de s'engager dans la pratique du pranayama. Il faut comprendre clairement que ces choses ne sont pas destinées aux gens qui mènent la vie ordinaire du monde, avec tous ses désirs et ses complaisances, et qui souhaitent naïvement la paix et la béatitude de la vie intérieure comme un supplément aux multiples agréments du monde extérieur. La porte des joies et des conforts de la vie inférieure doit être tout à fait fermée, et une fois pour toutes avant qu'on puisse espérer faire quelques progrès réels sur le sentier du yoga. Les différents éléments de l'Ashtanga Yoga sont 8 parties du yoga non seulement essentielles, mais tout à fait indépendantes et qui peuvent être pratiquées séparément les unes des autres. On doit les voir comme des étapes progressives, chacune d'elles préparant celles qui suivront et exigeant un degré approprié de perfection de celles qui l'ont précédée. Tout ce que dit Patanjali de l'Ashtanga Yoga et l'expérience des sadhakas apportent leur appui à cette façon de voir. Il est aussi nécessaire de noter la différence des mots du sutra 1.34 et 2.49 en ce qui concerne la respiration. Dans le premier de ces sutras, les mots utilisés sont expiration et rétention, tandis que dans le second, les termes sont cessation de l'inspire et de l'expire. Si des mots différents sont employés en divers endroits pour décrire la régulation du souffle, ce n'est pas dû à l'imprécision du langage. Il n'y a pas dans les Yoga Sutras un mot qui n'ait un sens précis et nécessaire, quoique nous ne soyons pas toujours capables de bien le saisir. L'intention évidente de l'auteur est d'indiquer que la pratique du pranayama qui vient après le yama-niyama et l'asana, et qui prépare le mental pour les étapes futures de dharana, dhyana et samadhi, est essentiellement la pratique de Kumbhaka, même si cette pratique doit être précédée par une longue période du pranayama, pendant laquelle Puraka et Rechaka jouent aussi un rôle. Sutra 50. C'est dans la modification extérieure, interne ou supprimée. C'est réglé par le lieu, le temps et le nombre, et devient progressivement prolongé et subtil.
Dans le sutra ci-dessus, les divers facteurs impliqués dans la pratique du pranayama sont traités d'une manière très concise. Le premier facteur est la position dans laquelle le souffle est retenu. Il peut y avoir 3 façons d'accomplir kumbhaka, et les 3 sortes de pranayama dont parle ce sutra en dépendent. Ou bien le souffle est retenu après l'expiration, c'est-à-dire au dehors, ou au dedans après l'inspiration, ou encore il est arrêté à n'importe quel moment du cycle. C'est la position ou la manière dans laquelle le souffle est retenu ou arrêté qui détermine l'espèce de pranayama. Le second facteur est le lieu où le pranayama est accompli. Évidemment, il faudra en tenir compte en déterminant la période pendant laquelle le pranayama est pratiqué, la nourriture prise et d'autres choses. Un sadhaka qui pratique le pranayama sous les tropiques aura à suivre un régime différent de celui que suivra un autre sadhaka résidant dans les hauteurs himalayennes. Le troisième facteur est le temps. Ici, il ne s'agit pas seulement de la durée relative de Puraka, Rechaka et Kumbhaka, mais aussi de la période de l'année pendant laquelle on pratique le pranayama. Le régime, etc. doit changer avec la saison. Le nombre se rapporte évidemment au nombre de cycles à chaque séance et au nombre de séances chaque jour. Le sadhaka commence généralement par un petit nombre de cycles à chaque séance et augmente le nombre par degré et avec précaution selon les instructions de son maître. Après avoir indiqué les facteurs impliqués dans la régulation de la pratique du pranayama, l'auteur donne 2 mots qui marquent la nature de l'objectif vers lequel les efforts du sadhaka doivent être dirigés. Tout d'abord, la période de kumbhaka doit être prolongée très graduellement avec beaucoup de prudence. La 4e sorte de pranayama dont il est question dans le sutra suivant ne peut pas être indiquée avant que le sadhaka ait acquis la capacité de pratiquer kumbhaka pendant un temps assez prolongé. Non seulement lui faut-il prolonger la période kumbhaka, mais il lui faut aussi travailler dans le sens d'un transfert graduel du processus du plan extérieur au plan intérieur invisible. Cela veut dire que le pranayama, ayant été un simple contrôle et une manipulation du processus visible du souffle, devient un processus de contrôle et de manipulation des courants praniques circulant dans le pranayama kosha. Ce transfert d'activité du plan extérieur au plan intérieur ne peut venir que lorsque kumbhaka peut être pratiqué facilement et sans tension pendant d'assez longues périodes. Mais il doit venir pour qu'on puisse utiliser le pranayama pour son but réel dans la discipline yogique. Sutra 51. Ce pranayama qui va au-delà du domaine de l'interne et de l'externe est la 4e variété. La 4e sorte de pranayama, la plus élevée, dont il est question dans ce sutra, transcende tout à fait les mouvements respiratoires. Le souffle extérieur est laissé en suspens en n'importe quelle position, externe ou interne, et il n'y a rien pour montrer qu'une activité quelconque se poursuit. Et pourtant, les courants praniques dans le pranayama kosha, qui sont maintenant entièrement sous le contrôle du sadhaka, sont manipulés et dirigés en vue d'obtenir le changement voulu dans le véhicule. Il est nécessaire pour conduire des opérations aussi délicates et importantes que le sadhaka soit capable de voir clairement le mécanisme du pranayama kosha et de diriger délibérément et sans erreur les courants de prana. Une telle vision directe, qui implique la clairvoyance du degré le plus bas, se développe naturellement et automatiquement au cours de la pratique du pranayama. La 4e sorte de pranayama dont parle ce sutra est le véritable pranayama dont toutes les pratiques précédentes ne sont qu'une simple préparation. Ce qui se passe pendant le cours de ces pratiques, comment les courants praniques sont utilisés pour éveiller Kundalini, comment Kundalini active les chakras dans la Sushumna, n'est pas mentionné par Patanjali, parce que toutes ces choses de nature pratique, qui sont pleines de dangereuses possibilités, sont enseignées personnellement au Chela par le gourou. Patanjali a, tout au long, traité des principes généraux et laissé de côté les instructions qui concernent les détails pratiques. Sutra 52. De cela provient la dissolution de ce qui masque la lumière. Dans ce sutra et dans le suivant, on donne 2 résultats de la pratique du pranayama qui sont de grande importance pour le yogi. Le premier est la disparition de ce qui masque la lumière. Beaucoup de commentateurs se sont tout à fait égarés dans l'interprétation du sutra dont il est question, en prenant cette lumière pour la lumière de l'âme.
Par là, ils attribuent au pranayama des résultats qui ne viendront qu'après qu'on aura en grande partie réussi dans les pratiques ultérieures de dharana, dhyana et samadhi. Cette erreur d'interprétation est encore plus surprenante si on considère le sutra suivant. Si le pranayama prépare le mental pour la pratique de dharana, qui est le premier pas dans le contrôle mental? Comment peut-il amener la suppression de ce qui masque la lumière de l'âme, suppression qui est le point culminant du contrôle mental? Ce qui masque la lumière dont il est question dans ce sutra n'est évidemment pas ce qui couvre la lumière de l'âme, mais la lumière ou luminosité associée aux véhicules subtils reliés au corps physique et qui l'interpénètrent. La distribution du prana dans le pranayama kosha et le développement des centres psychiques dans l'individu ordinaire sont tels que cette personne est totalement insensible à ces plans plus subtils. Lorsque, par la pratique du pranayama, des changements nécessaires ont été apportés dans la distribution du prana, et que les centres psychiques ont été activés, le mécanisme des corps subtils vient en contact étroit et plus intime avec le cerveau physique, et il est possible de devenir conscient des véhicules plus subtils et de la luminosité qui leur est associée. Pour le sadhaka, un avantage de plus à venir en contact avec les véhicules plus subtils est que les images mentales avec lesquelles il doit travailler en dharana et dhyana deviennent très précises et presque tangibles. Les images mentales nuageuses et floues qu'une personne ordinaire est capable de former dans son cerveau sont remplacées par des images claires et nettes dans les véhicules subtils. Elles sont donc contrôlées et manipulées avec plus de facilité. Sutra 53. Et l'aptitude du mental à la concentration. Le deuxième résultat de la pratique du pranayama est qu'il prépare le mental pour la pratique de dharana, dhyana et samadhi. La capacité de former des images mentales vivantes et nettes et de les voir clairement est nécessaire pour pratiquer efficacement dharana. Tant que nos images mentales sont floues et confuses, il n'est pas facile de se concentrer sur elles ou de les manipuler, ainsi que le savent par expérience personnelle toutes les personnes qui essaient de méditer. Le mental ne semble pas avoir une bonne prise sur elles et elles tendent à s'échapper. Le pranayama, en écartant cette difficulté, facilite grandement la concentration. Dire que le pranayama est absolument nécessaire pour dharana ne serait peut-être pas justifié, étant donné les succès obtenus par les disciples d'autres écoles de yoga. Mais qu'il aide énormément dans la pratique de dharana ne fait aucun doute. C'est pourquoi Patanjali en a fait une partie intégrante de sa technique yogique. Sutra 54. Pratyahara ou l'abstraction est, pour ainsi dire, l'imitation du mental par les sens en se retirant de leur objet. Le pratyahara est l'anga ou partie constituante du yoga qui vient après le pranayama. Il semble exister pas mal d'incertitudes dans la pensée de l'étudiant moyen en ce qui concerne la nature de cette pratique yogique. Patanjali n'a accordé que 2 sutras à ce sujet et les commentaires ne nous éclairent guère. Pour comprendre ce que le pratyahara signifie réellement, rappelons comment la perception mentale d'objets du monde extérieur se produit. Nous percevons un objet lorsque diverses espèces de vibrations qui en émanent frappent nos organes sensoriels et que le mental se joint aux organes des sens ainsi activés. En fait, au point de vue physiologique et psychologique, il y a bien des relais entre la réception de la vibration par les organes des sens et la perception par le mental, mais, par souci de simplification, bornons-nous à la représentation simple du mécanisme de la perception sensorielle tel qu'il est compris d'ordinaire. Un diagramme peut le représenter. Or, c'est un fait d'expérience courante que les vibrations correspondantes peuvent frapper un organe des sens particulier, mais, si le mental n'est pas relié, pour ainsi dire, à cet organe sensoriel, les vibrations passent inaperçues. La pendule de notre bureau ne cesse pas son tic-tac, mais nous ne l'entendons que rarement. Bien que les vibrations sonores frappent constamment l'oreille, le mental conscient n'est pas lié à l'organe de l'ouïe en ce qui concerne ces vibrations. Quand nous sommes dans la rue, les vibrations de centaines d'objets frappent notre œil, mais nous n'en remarquons que quelques-unes, le reste n'entrant pas dans notre conscience à cause du manque de contact entre le mental et ces vibrations. Des vibrations innombrables venant de toutes sortes d'objets viennent aussi constamment frapper nos organes des sens, mais la plupart restent ignorées. Pourtant, il en est quelques-unes qui attirent notre attention et celles-ci, dans leur totalité, constituent le contenu de notre conscience du monde extérieur.
Un fait très intéressant au sujet de ce processus de perception sensorielle est que, bien que le mental ignore automatiquement la grande majorité des vibrations qui bombardent ses organes des sens, il ne peut pas les ignorer toutes volontairement s'il cherche à le faire. Il y a toujours quelques vibrations qui réussissent à s'imposer et le mental est d'ordinaire impuissant contre l'invasion de ces envahisseurs indésirables. En fait, plus il essaie de les exclure, plus ils deviennent nombreux et insistants, ainsi qu'on peut le constater et en faisant l'essai. Mais pour la pratique du Raja Yoga, le monde extérieur doit être complètement exclu, chaque fois que c'est nécessaire, afin que le yogi n'ait affaire qu'à son mental. Examinons cette question plus en détail. Si nous considérons le contenu de notre mental à un moment quelconque où nous ne faisons pas d'effort mental particulier, nous constaterons que les images mentales qui sont présentes et changent sans arrêt peuvent être divisées en ces 3 catégories. 1. Des impressions en changement perpétuel produites par le monde extérieur au moyen des vibrations qui s'imposent aux organes des sens. 2. Des souvenirs d'expériences passées flottant dans le mental. 3. Des images mentales liées à des anticipations de l'avenir. Les catégories 2 et 3 sont tout à fait mentales et ne dépendent d'aucune réalité objective en dehors du mental, alors que la catégorie 1 est le résultat direct du contact avec le monde extérieur. Le but du pratyahara est d'éliminer complètement la catégorie 1 du mental, ne laissant que les 2 et 3 qui sont maîtrisés par dharana et dhyana. Le pratyahara interpose, pour ainsi dire, un écran entre les organes des sens et le mental, afin d'isoler celui-ci complètement du monde extérieur. À la lumière de ce qui a été dit ci-dessus, il devrait être facile de comprendre le sens du sutra plutôt énigmatique que nous discutons. Nous serons aidés à apprécier la façon dont l'idée a été exprimée si nous nous rappelons que selon la psychologie yogique, les sens font partie du mental inférieur. Ce sont pour ainsi dire les avant-postes du mental dans le monde extérieur et ils doivent obéir au mental. Lorsque celui-ci veut entrer en contact avec le monde extérieur, ils doivent entrer en fonctionnement. Lorsqu'ils décident de se retirer, ils doivent être capables de se retirer avec lui, brisant tout rapport avec le monde du dehors. Cette relation entre le mental et les sens a été comparée très justement à la relation existante entre les abeilles d'une ruche et la reine. Les abeilles suivent la reine en bloc quand elles volent d'un endroit à un autre et n'ont pas d'activité indépendante de la reine. Cette complète rupture du lien avec le monde du dehors, de la manière indiquée, est-elle possible ? Elle est non seulement possible, mais absolument nécessaire si on doit fouler les plus hautes parties du sentier yogique. Mais pour obtenir ce succès, il faut que la vie yogique soit pratiquée dans son ensemble. Toutes les étapes différentes ou parties constituantes de la discipline yogique sont liées les unes aux autres et le succès, quand on s'attaque à un problème donné, dépend en grande partie du degré atteint dans la maîtrise d'autres problèmes, particulièrement ceux qui précèdent. Si yama et niyama n'ont pas été assez pratiqués et tous les dérangements émotionnels éliminés, si asana et pranayama n'ont pas été maîtrisés et le corps physique réduit à l'obéissance complète, alors la maîtrise du pratyahara aboutira très certainement à un échec. Mais si toute la vie du sadhaka se conforme à l'idéal yogique, et si toutes ses énergies sont tournées vers l'atteinte du but final, le succès est assuré tôt ou tard. On doit aussi mentionner ici que bien que le pratyahara semble être un contrôle des sens par le mental, la technique essentielle est réellement le retrait du mental en lui-même. C'est une sorte d'abstraction si complète que les organes sensoriels cessent de fonctionner. Tout écolier plongé passionnément dans un roman se coupe complètement du monde extérieur. Un inventeur comme Edison, absorbé dans un problème, peut oublier complètement le monde extérieur. Mais dans des cas comme ceux-ci, bien qu'on atteigne un haut degré d'abstraction, cette abstraction est involontaire et il existe quelque chose du monde extérieur sur quoi le mental est concentré. Dans Pratyahara, l'abstraction est volontaire et le mental n'a pas d'objet d'attraction dans le monde extérieur. Son champ d'activité est entièrement intérieur et le monde extérieur est exclu par la seule force de la volonté, comme dans le Raja Yoga, ou par le pouvoir d'attraction suprême d'un objet d'amour intérieur, comme dans le Bhakti Yoga. Sutra 55. Alors s'ensuit la plus grande maîtrise des sens. La pratique réussie du pratyahara, ainsi que nous l'avons vu dans le sutra précédent, donne un contrôle total des indriyas en ce sens que nous ne sommes plus leurs esclaves mais devenons leurs maîtres, les branchant et les débranchant comme on actionne un commutateur électrique. Ce qu'un tel pouvoir signifie pour un homme ordinaire peut être facilement imagé, et pour un Raja Yogi, c'est un sine qua non.
Il est intéressant de noter comment les 5 premiers angas du yoga éliminent, l'une après l'autre, diverses sources de dérangement du mental et le préparent au combat final avec ses propres vrittis. Les troubles émotionnels dus à des défauts de notre nature sont les premiers à être éliminés par Yama Niyama. Viennent ensuite les troubles du corps physique, qui doivent être éliminés par la pratique de l'asana, puis les troubles causés par la circulation irrégulière ou insuffisante des forces vitales dans l'enveloppe pranique. Tout cela est complètement supprimé par la pratique du pranayama. En dernier lieu, par le pratyahara, on ôte la source majeure des dérangements qui viennent des organes sensoriels. Ainsi est accompli le Bahiranga ou yoga extérieur et le sadhaka devient capable de fouler les étapes ultérieures de l'antaranga ou yoga intérieur.